écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, nous parlons d'un livre de Louise Brauwels. Louise est partie à la rencontre de dirigeants qui veulent réconcilier leurs entreprises avec le vivant. Vaste programme. Elle a cherché donc à savoir s'ils étaient des experts du greenwashing ou des pionniers d'une nouvelle voie. Et on a envie d'y croire, évidemment. Les 6 chefs d'entreprise qu'elle nous présente sont engagés dans la Convention des entreprises pour le climat. On va en reparler. La philosophe et sociologue Dominique Méda a dit de ce livre « Une lueur d'espoir dans une époque qui en manque ». Donc c'est à noter. J'apprécie beaucoup Dominique Méda. Louise Brauwels a déjà publié des romans et des essais, notamment... Alors, elle va nous parler de son jardin, ce qui explique qu'on a des oiseaux, des trains, un petit peu de bruit de fond inhabituel. Donc, elle a déjà publié des romans, des essais, notamment La Dislocation en 2020, puis La Reverdie en 2023. De formation agronome, elle anime en entreprise des formations à la permaculture et elle est maman de 2 enfants. Je la reçois pour nous parler donc de son nouveau livre, Comment détourner un banc de poissons. Bonjour Louise. Bonjour Anne. J'aimerais bien que tu nous parles déjà de comment est né ce livre, parce que j'ai lu le petit mot de ton éditeur qui accompagnait le livre, et c'est quand même un contexte un peu particulier, la naissance déjà de ce livre. Oui, c'est donc l'éditeur François que je rencontre grâce à une amie commune qui est écrivain, qui s'appelle Constance. Et François me dit qu'il y aurait sûrement un livre assez intéressant à faire sur ce qui se passe dans les entreprises vraiment. C'est quand même un sujet énorme. Enfin, je veux dire, moi, là, quand je suis en dehors de mon petit cercle chéri de la littérature, je suis beaucoup avec des amis qui travaillent en entreprise. Enfin, je veux dire, ça me concerne tous, de près ou de loin. Et donc, il disait que ce serait intéressant de faire un livre sur un petit peu ce qui s'y joue vraiment, ce qu'on essaye de faire pour changer, parce que c'est quand même des endroits où on souffre beaucoup. Moi, quand François me dit ça, je saute pas tout de suite au plafond parce que je me dis qu'il existe beaucoup de livres sur les entreprises. Moi, j'ai arrêté d'écrire des essais. J'ai beaucoup travaillé dans les entreprises, mais je n'y travaille plus, presque plus. Moi, c'est vraiment la littérature qui m'habite, qui m'intéresse. Mais là, François enchaîne en me disant tu iras à la rencontre de ces personnes, mais pas sous la forme d'un essai, mais sous la forme d'un texte littéraire où tu serais... c'est toi la narratrice, un peu dans la lignée de La Reverdie, qui était mon dernier roman. C'est un livre que tu écrirais en jeu et tu raconterais voilà, ce que tu ressens, traverses, vis, détestes, aimes en face d'eux, en face de ces dirigeants d'entreprise et de leurs équipes et de ce qu'ils traversent. Ce serait un livre assez authentique où on dirait aussi en fait ce qui fonctionne pas, les doutes, les ombres. Et ça m'a beaucoup plu, qu'on aille sur ce terrain-là, mais avec vraiment ce parti pris quand même assez littéraire. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces dirigeants, donc ? Alors, ces dirigeants, comme tu l'as dit en intro, sont engagés dans la Convention des entreprises pour le climat, qui ressemble un peu à la Convention citoyenne pour le climat, mais côté entreprise. Et donc, c'est un grand mouvement qui est apparu il y a 5 ans maintenant et qui regroupe comme ça des dirigeants, leurs équipes et qui les accompagne en fait dans un changement de visage, changement de paradigme, changement de vision du monde, voilà, et ils testent un peu de voir si on peut être en entreprise mais ne pas détruire la biosphère. Oui. Et alors, ce qui est étonnant, on va en reparler après, c'est que cette convention des entreprises pour le climat, ils ont visiblement des résultats pour faire bouger les esprits vraiment en profondeur, comme l'avait eu. D'ailleurs, il y a des intervenants qui étaient aussi sur la convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est ça. Oui, ça marche bien, ouais. Oui. Ils ont une technique très tête-cœur triple, comme on dit. Donc, c'est ça qui est... On parle pas seulement de chiffres... de faits, on parle aussi d'émotions,
On est beaucoup dans l'entraide. Moi, j'ai beaucoup senti que c'était aussi ensemble et en se soutenant, se questionnant, s'appelant en dehors de la convention, qui pouvait avancer. Donc ça, c'est très très fort aussi. C'est en voyant les autres faire, se tromper, réessayer, recommencer, douter, y aller dans la joie, que les autres ont aussi envie d'essayer et d'avancer. Et alors pourquoi ce titre, Comment détourner un banc de poissons ? Eh bien, ça vient de... C'est une métaphore qui vient de Christophe Martin, donc, qui est celui qui gère Renault Trucks, que je suis allée rencontrer à Lyon. C'était une découverte pour moi, parce que c'est vrai que je connais très mal ce secteur du camion, de l'automobile. Oui. Et c'est une métaphore qu'il emploie pour dire on est, nous, dans un banc de poissons. C'est toutes ces questions qu'on se pose dans le milieu de l'écologie. Pourquoi on ne change pas ? Pourquoi on avance dans la même direction, vers un mur ? Et l'idée, c'est de dire comment, c'est assez mystérieux, hein, mais comment 1, 2, 3 personnes, 4, 5, 10, 100 ou poissons, à un moment, donnent une direction, une impulsion, une sensation dans une nouvelle direction. Et est-ce que c'est ça qui peut faire qu'on va emmener d'autres personnes derrière ? Donc c'est un peu comment on change de trajectoire ensemble, collectivement, dans l'entraide. Oui, c'est en les écoutant, voilà, tous les 6, en voyant aussi comment ils parlent des autres, comment ils interagissent entre eux, qu'à la fin, j'essaye un petit peu de dégager difficilement quelques grands traits pour dire peut-être c'est dans cette direction qu'il faut aller, continuer en ce sens pour changer de direction tous ensemble. Oui. Alors avant d'en parler un petit peu plus en détail, qui sont les 6 entrepreneurs que tu es allé rencontrer ? Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement avant qu'on en parle un peu plus en détail de chacun d'entre eux ? Oui, alors c'est avec toute l'équipe de la CEC, donc Convention des entreprises pour le climat, qu'on a choisi ces 6-là. On voulait qu'ils soient originaires un peu de différents endroits en France, pas tous parisiens. On voulait évidemment qu'il y ait la parité 3 hommes, 3 femmes. Et donc, j'ai rencontré Hugo qui a repris la brasserie Pietra de ses parents, donc en Corse. J'ai rencontré Christophe Martin, dont je parlais, qui gère Renault Trucks, les camions Renault à Lyon. J'ai rencontré aussi à Lyon Alexandra, qui travaille à Serfim, qui s'occupe de tout ce qui va être plus BTP, infrastructure environnementale. Ça aussi, ça a été une grande découverte, tout ce domaine-là. J'ai rencontré Sophie qui dirige Mustela, qui est une entreprise de cosmétiques. J'ai rencontré Arnaud, qui est le PDG de Tikamoon, qui fait des meubles. Et puis j'ai rencontré Marie, et j'ai fait d'ailleurs un tour sur une des vedettes qui dirige Vedettes de Paris. Donc c'est des bateaux touristiques qui sont sur la Seine. Donc on voit que ce sont des entreprises de taille variable en fait, depuis l'entreprise familiale jusqu'à des grosses... Ah oui, on avait vraiment besoin de cette diversité-là, oui. Et puis des secteurs d'activité qui soient assez parlants dans la vie de tous les jours. Voilà, un camion, ça parle, la cosmétique, du BTP, une bière... c'est des sujets qui sont des meubles, on comprend de quoi on parle, quoi. C'est proche du quotidien, de l'ordinaire, ça c'était important aussi. Oui. Et donc avant de parler de plus en détail, donc j'ai noté, parce que c'est mentionné dans ton livre, pour avoir une idée un petit peu de ce que c'est de l'impact que peut avoir cette convention des entreprises pour le climat. Donc je crois qu'ils existent depuis 4 ans, il y a eu plus de 20 parcours, 1250 entreprises, ça commence à faire quand même du monde et du bruit, et donc 2500 dirigeants qui ont engagé la transformation de leur activité. Et il est mentionné dans ton livre qu'individuellement, ils sont plus de 96% à afficher en fin de parcours une haute ambition de transformation dans leur feuille de route. Et ils notent l'expérience 8,6 sur 10 en moyenne. Collectivement, ils représentent plus de 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une expérience... je trouve qui est intéressante ce que tu as fait là, ça mérite, ça redonne effectivement un petit peu d'espoir, même si dans l'absolu on aimerait complètement peut-être des changements de système, mais en attendant il faut bien que des choses se mettent en place sur tout ce qui fonctionne aujourd'hui et comment ça fonctionne. Et donc
tous ces dirigeants, ils parlent tous d'une prise de conscience, d'une claque reçue, d'une bascule lors de leur participation à une convention des entreprises pour le climat. Et l'intérêt, semble-t-il, c'est que c'est profond et durable et qu'ils s'engagent dans une véritable révolution ensuite de leur entreprise. Alors comment ça se passe cette convention des entreprises pour le climat ? Qu'est-ce qui provoque ça en fait ? Alors, je reviens sur ce que tu disais, là, sur cette touche d'espoir. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Dans mon métier d'écrivain, on se pose parfois des questions à être en train d'écrire un peu dans son coin, alors que le monde, quand même, va très mal. Je veux dire, la démocratie et les glaciers fondent ensemble à vitesse de plus en plus rapide. Et donc, ce livre-là, pour moi, était vraiment intéressant dans ce sens-là, où il y a du collectif, il y a un enjeu politique intéressant, donc ça m'intéressait beaucoup d'aller les rencontrer. Après, ce qu'ils traversent eux à la CEC, il faudrait mieux leur demander ou demander à Eric, le président. Moi, j'ai pas assisté à la CEC et moi, mon livre, c'était rencontrer ces 6 personnes-là, voir leurs visages, leurs rêves, leurs tripes, leurs doutes, leurs ombres. Et essayer de comprendre ce qu'elles ont traversé. Donc plutôt, j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose vraiment de l'ordre de avant. Je savais avec des chiffres, je savais avec ma tête, donc je n'étais pas concernée. Et puis après la CEC, il y a vraiment quelque chose où il y a eu une plongée collective, il y a ce côté collectif et puis vraiment plongée émotionnelle. Pour moi, c'est dans ces 2 directions-là que, je ne veux pas parler à leur place, mais c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas en les interrogeant. Au départ, bien sûr, et heureusement, tu pars sceptique, tu t'engages à traquer le greenwashing. Comment tu fais ? Qu'est-ce qui te permet en fait de croire à leur sincérité ? Parce qu'on sent qu'intérieurement, tu es quelquefois un petit peu partagé et tu te demandes jusqu'où tu peux les croire, jusqu'où ils essaient de te vendre un beau récit. Comment tu t'y es prise finalement ? Alors pour le coup, c'était pour ça aussi que François est venu me chercher. C'est que j'ai cette double casquette. Comme j'ai travaillé 10 ans dans le monde de l'entreprise et que j'ai fait du conseil en écologie, entre guillemets, on ne me la fait pas. Je suis assez alerte sur ces sujets. J'ai besoin que les propos soient étayés, j'ai besoin qu'on me donne à la limite des chiffres, j'ai besoin d'entendre d'autres personnes dans l'entreprise. Et donc j'ai un petit radar, qui n'est pas du tout parfait, mais un petit radar à greenwashing. Et donc c'était ça aussi que François venait chercher quand on a parlé du livre. C'était à la fois évidemment la partie écriture et la capacité à dans l'écriture, emmener le lecteur, le prendre par la main et lui faire un peu toucher du doigt ce que peuvent vivre ces personnes. Les dirigeants, les patrons n'ont pas forcément bonne presse et parfois à juste titre, mais c'était les emmener, les tenir par la main pour les emmener dans ce monde-là et en même temps avoir une sorte un cerveau qui est mon cerveau d'ingénieur agronome et qui est un peu alerte et qui sûrement j'ai laissé passer des choses parce que je suis humaine, mais il y a aussi des choses que j'ai vu essayer de creuser un petit peu. Oui. Alors, tu écris page 28, je demande à Hugo, alors Hugo, on est en Corse, donc quelle est sa conception de l'entreprise aujourd'hui ? Donc Hugo, j'ai envie que ça dure, j'ai envie d'arriver à un équilibre. Il poursuit après un silence. C'est sans doute l'apanage des entreprises familiales, cette capacité à s'inscrire dans la chair du temps. Et c'est ce qui manque cruellement à nos politiques comme aux grandes entreprises, avec des actionnaires qui cherchent avant tout une rentabilité forte à court terme. Je poursuis dans ma tête, donc là c'est toi qui reprends, je poursuis dans ma tête se donner un cap que l'on déclinerait sur 20 ans en une myriade d'actions. Je vais comprendre en écoutant les 5 autres qu'il vient de partager un point fondamental. Effectivement, cet engagement de leur entreprise, on sent que c'est aussi un pas de côté par rapport au temps, à la course au temps, un rapport au temps qui n'est plus en fait que dans le court terme, quoi. Oui, alors justement, c'est ce qui va différencier peut-être certains qui sont dans une entreprise plutôt familiale versus ceux qui sont plutôt dans des grosses entreprises. Je pense à Renault Trucks, donc qui appartient à Volvo, chez Pietra, chez Mustela d'une certaine façon, chez Vedette de Paris. On est dans des entreprises familiales, ils ont une plus grande marge de manœuvre et ils s'inscrivent dans le temps long. Et ça, c'est très beau, c'est quelque chose qui nous manque
atrocement, pour moi c'est de l'asphyxie, quoi. Ce qu'on vit en politique, on n'est même plus dans du court terme, mais vraiment dans ce qui se passera d'ici la semaine prochaine. Et ça m'emmène aussi à... Et c'est aussi pour ça que je fais ce livre, ça m'emmène aussi sur beaucoup de souvenirs d'enfance, discussions avec mon père, parce que donc mon père était chef d'entreprise, il avait une pépinière avec 80 personnes, c'était de l'économie sociale et solidaire, avec plus de la moitié des personnes engagées, embauchées, qui étaient avec des besoins spécifiques. Donc c'est une entreprise qui produisait à la fois, on va dire, des plantes, donc un produit plutôt vert, écologique, intéressant, et puis avec une politique sociale très forte. Donc moi j'ai grandi avec ça, et c'est la troisième raison pour laquelle d'ailleurs j'ai envie de faire ce texte. Après le côté tu as libre cours, tu es authentique, tu as ton jeu, il y a une dimension politique, collective, entreprise qui nous concerne tous. Il y a aussi cet aspect lié à mon père, c'est-à-dire je me dis en rencontrant ces 6 personnes, je vais mieux comprendre peut-être ce que mon père a vécu. Et mon père m'a proposé il y a 15 ans, 20 ans de reprendre la pépinière, et moi j'ai dit non. Et je me suis dit ça va être aussi ce voyage face à ces 6 personnes, c'est une façon de comprendre aussi pourquoi j'ai dit non et de mieux comprendre ce qu'a vécu mon père. Et mon père a lu le livre, je lui laisse aussi la parole dans la conclusion. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a été touché, il s'est énormément reconnu, alors qu'on est quand même sur la génération d'après, des entrepreneurs, sur une urgence écologique, sociale qui a largement augmenté. Et voilà, mon père, ça l'a touché énormément parce qu'il s'est reconnu. Et ça m'a fait très plaisir. Oui, parce qu'on pourrait croire, d'après ce que tu décris, effectivement, de cette pépinière et de son travail et du cœur qu'il mettait là-dedans, on pourrait croire qu'il était quand même à l'opposé de ces mondes d'entreprises très... qui semblent un peu plus brutales, peut-être, un peu plus... dans comme cette course au temps. Comme ils sont dans l'engagement, la recherche de la justesse, de la justice, de quelque chose de durable aussi d'un point de vue planétaire. C'est sûr que là, mon père reconnaît, ça le touche, ça résonne fort. Oui. Alors, tu écris qu'Hugo, il a trouvé une raison d'être, produire de la bière de façon régénérative, c'est-à-dire non seulement diminuer la pollution générée par la production de bière, mais aller plus loin et contribuer à renouveler les ressources qui lui servent à produire cette bière. Alors, techniquement, c'est quand même toute une révolution, ça demande de nouvelles connaissances et de nouveaux procédés de fabrication, donc de nouveaux matériels. Comment font-ils ? Ils sont accompagnés pour adopter les bons procédés. Ils sont aidés financièrement pour cette transition qui est courageuse. Tout ça à la fois, en fait, c'est cette logique du « et » toujours que j'observe. Il y a en interne des personnes extrêmement compétentes, engagées, qui m'impressionnent totalement. Hugo et en particulier 2 autres femmes qui travaillent avec lui, que j'interviewe. Oui. Ils vont chercher de l'aide à l'extérieur, il y a un cabinet qui va les aider, et ils vont chercher aussi des aides financières aux besoins. Donc c'est vraiment être dans multiplier les liens finalement. Après la performance, où on est très bon dans un domaine, ces entreprises, elles y arrivent. C'est un petit peu la conclusion du livre, avec cette robustesse. Et c'est quoi la robustesse ? C'est multiplier les liens. Donc c'est aller chercher de l'aide à différents endroits, en interne, à l'extérieur, multiplier les expertises. Et c'est vraiment ça que je sens et que je vis quand je suis en face d'Hugo et de Pietra. Alors tu vas donc ensuite rencontrer Christophe Martin, DG de Renault Trucks France, l'une des expériences donc, qui a intrigué ton éditeur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Renault Trucks ? Parce que moi je ne connaissais pas. C'est la partie camion, c'est la branche camion transport de Renault. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulièrement étonnant donc dans cette expérience ? Déjà, la rencontre avec Christophe, c'est un être très intéressant, très vif, qui tranche. Il a fait la une là, d'un magazine spécialisé en disant il faut vendre moins de camions, donc il dénote totalement dans le paysage. Oui, c'est assez révolutionnaire. Voilà, il a compris des enjeux dans un monde très business, très carboné. Et puis il a une façon de dire, nous on est vraiment ceux qui pètent le plus, qui polluent le plus avec nos camions. Il a une lucidité qui est très intéressante aussi. Et donc il essaye d'emmener tout le monde. Et voilà, les gens que j'ai rencontrés aussi dans son équipe sont assez épatants. Oui, tu écris page 56. Si on respecte tous les partenaires de l'entreprise et même le grand vivant,
Nouvel invité à la table, Christophe est certain que l'entreprise peut réussir dans la durée. Les entreprises, alors là je crois que tu le cites, les entreprises qui ne se transforment pas en ayant la vie comme boussole ne survivront pas et ne doivent pas survivre. C'est quand même très nouveau d'entendre ça, et surtout dans une entreprise comme celle-ci, quoi. Oui, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment la CEC qui l'a transformé. Hein. Ah oui. C'est en sortant de la CEC qu'il se dit ça. Il est touché, il a le cœur qui s'est, réouvert. Il a compris des choses. Et voilà, et c'est un être qui se dit comment j'ai pu vivre 30 ans avec des chiffres et de la performance financière alors que la vie est bien plus complexe et large. Oui. Ça me fait penser d'un seul coup, j'y ai pas pensé, je l'avais interviewé au début de So Sweet Planet à Colline Serrault avec la Belle Verte que tu as dû voir, j'imagine. On a l'impression qu'ils sont reconnectés, quoi. Alors j'aime pas du tout ce mot parce que ça fait vraiment batterie de téléphone portable, mais je dis oui, c'est ça, relier. Moi j'aime bien utiliser relier, toute cette question de lier, relier, le lien. C'est pour moi l'écologie c'est la science des liens et c'est très très proche de la littérature aussi pour ça qui est à mon avis un endroit où on peut relier tellement de choses apparemment très éloignées et peut-être consoler des parts de nous très fragmentaires. Et du coup, oui, c'est ça, il se relie, il se reconnecte, comme tu dis, il se relie à sa source en fait. À l'intérieur, on a tous ça en nous, mais parfois on a coupé avec nos émotions, nos ressentis, cette urgence écologique qui est effrayante. Alors, page 73, tu écris « Je pose la question de la compatibilité entre écologie et capitalisme. » Tu mets entre parenthèses, l'espace de quelques instants, j'ai l'impression d'être une journaliste à la matinale de France Culture. À quoi il répond sans hésiter, faire 15% de marge opérationnelle est incompatible avec l'écologie. Il faut que l'actionnaire accepte de gagner moins d'argent et de mettre moins de camions sur la route. L'écologie, ça commence par la sobriété. Ça commence pour nous par la circularité et le partage de l'usage. C'est vraiment la révolution. Hein. Donc, c'est vraiment la révolution. Oui. On ne prononce pas le mot décroissance, mais il plane là énormément. Hein. Mais c'est un gros mot. C'est un concept qui n'est pas encore du tout pensé dans les entreprises. Mais ils arrivent tous à cette limite-là, les 6. À un moment, on pense une entreprise dans laquelle la croissance est moins forte, dans laquelle elle stagne, et comment on fait à un moment où la croissance même diminue. Donc on bascule dans une décroissance. Et ils disent beaucoup, ça n'a pas encore été modélisé, on est dans l'inconnu, et en même temps c'est beau cet inconnu. Comment on fait pour ne pas avoir peur face à ça, avancer doucement. Moi je les sens sur ce chemin-là, même avec leurs actionnaires quand ils sont là, plus ou moins facilement. Oui. Oui, on imagine. C'est là où ils sont courageux quand même. Hein. Et donc je me demandais aussi s'il y avait plusieurs personnes, par exemple de l'entreprise Renault Trucks, à participer quand ils font la convention des entreprises pour le climat, parce que ressortir convaincu, c'est bien, mais entraîner tout le monde, c'est difficile. Donc, et on voit, c'est un des points les plus difficiles, tu as raison. Voilà. En général, il y a vraiment ce côté, quand je les interroge, le plus difficile, c'est d'emmener les équipes. Pour la plupart, ils ont vraiment fait venir beaucoup de gens de leur entreprise. Parce que là, on voit qu'il y a d'autres personnes comme Stéphanie, que tu as rencontrée aussi, donc on est toujours chez Renault Trucks, qui travaille aussi dans cette entreprise et qui, on voit donc qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air aussi bien convaincues. Et tu écris page 74. Elle m'explique qu'elle pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, continuant de filer la métaphore routière. L'audace de cette boîte me plaît, donc tu la cites, l'audace de cette boîte me plaît. Je ne sais pas si les gens sont conscients des risques financiers que Renault Trucks prend pour changer sa trajectoire. Dans cette entreprise, on accepte de gagner moins d'argent car on croit en quelque chose. Si on reste sur mon modèle thermique, on va crever. Elle apprécie le caractère pionnier de Renault Trucks, le discours clair et net contre vents et marées. On y va en emmenant tout le monde. Je ne suis pas militante, mais le déni des autres me met vraiment en colère. Pour moi, ce n'est plus acceptable. Alors, comment elle en est arrivée là, Stéphanie ? C'est aussi, c'est la convention, c'est un mouvement de...
Bah, il y a déjà quelque chose en elle. Elle m'a parlé des choses qu'elle avait vécues il y a 20-30 ans. Mais c'est une question extrêmement mystérieuse, hein. Pourquoi des gens sont concernés par l'écologie? D'ailleurs, de moins en moins. Moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui, je pensais, allait se développer. Aujourd'hui, il y a Une il y a régression. un tel désordre dans le monde et une telle montée du fascisme qu'il y a de moins en moins de place pour ça. C'est totalement effrayant. Et la question de savoir pourquoi telle personne est sensible à ça, est-ce que c'est un trauma d'enfance, est-ce que c'est un film qu'on a vu, est-ce que c'est une main tendue, est-ce que c'est une amie, est-ce que c'est un livre qu'on a lu, est-ce que c'est dans l'entreprise, est-ce que c'est les études, est-ce que c'est tout d'un coup je me réveille un matin. C'est très mystérieux, mais chez Stéphanie, je sens qu'il y a déjà quelque chose qui est là, un terreau fertile, et qui trouve à s'épanouir chez Renault Trucks. Et Renault Trucks, effectivement, l'audace, enfin ça m'a marqué. J'assiste à un déjeuner après avec donc Christophe, son équipe, Stéphanie, je me dis à un moment, j'ai l'impression presque d'être avec mes potes. Enfin, c'est incroyable, quoi. Alors que je suis avec un peu l'équipe de direction de Renault Trucks, ça m'émeut énormément. Maintenant, quand je suis sur la route, ça m'arrive de temps en temps, je sais pas trop bien conduire, mais je suis quand même parfois sur la route, et que je vois un camion Renault Trucks, je suis émue. Je pense à ce moment-là. D'accord. Bah, en tout cas, oui, c'est vrai que il y a tellement d'éléments pour désespérer et se dire qu'on ne va pas assez vite et que tout le monde s'en fout et que ça n'avance pas et que dans les grandes entreprises, il n'y a aucun intérêt. Bon, bah, ça mérite d'être souligné, déjà pour eux, les mettre en avant, les valoriser, et puis pour montrer à d'autres que c'est possible aussi, hein. Ouais. Donc, ensuite, tu vas voir la DG de Mustela. Donc, là, on est dans les cosmétiques. Donc, où sont les enjeux pour ce type de société? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que comme ces entreprises, ces dirigeants sont dans des domaines quand même un peu très éloignés les uns des autres, entre la bière, les camions, les cosmétiques. C'est assez intéressant de voir à quoi ils font face. Il y a des enjeux qui se rejoignent, justement, par exemple, à ce que tu disais, l'embarcation des équipes en interne. Et puis, il y a des enjeux qui sont matériels assez proches. Après, c'est justement tout leur travail, ça demande des années, c'est ce qu'on appelle cette analyse un peu... cette matrice de matérialité, hein, c'est vraiment du jargon, mais c'est de voir où sont les enjeux matériels. C'est ça qui nous permet de ne pas faire du greenwashing. Quand voilà, on peut avoir une entreprise d'aviation qui nous dit alors nous on a enlevé les gobelets en plastique dans l'avion, bah, on voit bien qu'on se fout de notre gueule, que les enjeux ne sont pas à cet endroit-là. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. Et quand on travaille bien, et ben voilà, on fait une analyse précise sur tous les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance, c'est-à-dire comment on s'organise en interne. Et puis on regarde à quels endroits on doit avancer, et il y a des choses qui sont faciles à faire et qui vont avoir des gros impacts, donc on va dire on commence peut-être par là, ça va mettre de la joie dans les cœurs, du vent dans les voiles, et puis il y a des choses qui sont extrêmement difficiles et puis qui vont apporter un petit peu moins de gains par rapport à l'écologie, donc ça on les garde pour la suite. Enfin, on avance comme ça sur différents types d'actions, et c'est tout leur travail, et de garder aussi des équipes motivées. Parce que des fois on peut avoir la sensation que ça vient d'en haut, très bien faire de l'écologie, mais si c'est pour gagner moins, galérer avec un matériel moins performant, c'est pas possible. Donc il y a aussi tout ce travail en collectif, et pour ça je trouve qu'il y a vraiment un aspect important de la part de la direction d'être dans l'authenticité et de l'exemplarité, et partager aussi des moments de doute, des moments où on n'y arrive pas, où on n'y croit pas. Moi, souvent, quand je travaillais dans ce monde-là, je disais toujours, enfin, je conseillais un peu les équipes de direction, on travaillait au maximum avec des gens dans l'entreprise, et on disait toujours, mais partageons aussi nos doutes en commençant. On ne sait même pas où on va presque. Et ben, partageons ça, ça va détendre tout le monde. Oui, puis c'est intéressant aussi parce qu'on voit dans chaque entreprise, tu nous montres bien au travers de leur... ils expriment, on voit de l'intérieur en fait les difficultés qu'on ne voit pas forcément en tant que citoyen ou en tant qu'activiste ou en tant que consommateur. Par exemple, eux, le problème des lingettes, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, tout à fait. Si tu veux nous en dire quelques mots. Non, mais c'est de se dire, aujourd'hui, ils ont la capacité de faire des lingettes beaucoup plus écologiques. Ils disent aussi qu'il faut vendre aussi beaucoup moins de lingettes, mais ils se tirent un peu une balle dans le pied. Et puis ils disent, nous on peut faire des lingettes beaucoup plus écologiques, donc continuons à les vendre. Si on se retire complètement, on laisse la place à des concurrents qui font des lingettes pas du tout écologiques. Enfin, voilà. C'est vraiment un équilibre extrêmement subtil, et c'est aussi beaucoup de sensibilisation du consommateur. Et ça, c'est quand même très difficile, hein, parce que
quand on doit sensibiliser sur ce niveau de précision, alors qu'il y a 90% des personnes qui n'ont pas compris aux enjeux basiques en lien avec l'écologie, parce que c'est mal expliqué, parce que c'est peut-être aussi au gouvernement d'expliquer ça, c'est quand même assez difficile. Oui. Et tu précises, page 97, à propos de Sophie Robert-Velu, donc la DG de Mustela, elle a peur aussi, et ce sera la troisième à m'en parler, de l'ambiance qu'il y a dans la société française, le repli sur soi et la perte de démocratie. Tu la cites, je partage ma maison avec des personnes qui ont fui leur pays et je suis sûre que les personnes racistes se trompent d'ennemis. On sent, comme chez elles, le nous compte, l'entraide, l'esprit d'équipe, la solidarité. Je n'aime pas trop la fable du colibri qui compte sur l'individualisme et les petits arrangements avec soi-même. On doit maintenant agir ensemble et à tous les niveaux. Je crois en la politique locale et ancrée avec les ONG. Alors ça non plus, c'est pas un discours très courant quand même. Alors est-ce que c'est appliqué ça chez eux ? Est-ce qu'ils font vraiment cette politique locale et ancrée avec les ONG ? Ils essayent, ils sont en chemin. Moi, je ne peux pas dire autre chose que les personnes que j'ai rencontrées, en majorité, sont courageuses, essayent, tentent, se trompent, reculent, recommencent. Voilà, c'est pas du tout fini, c'est pas 100% local, mais je vois bien une extrême sincérité, authenticité chez Sophie, là, par exemple. Et je vois bien avec quel cœur elle me parle de tout ça, de tout ce qu'elle met en place, de ce qui ne marche pas encore, de toutes les progressions. Oui. Donc c'est en chemin. Oui. Le travail est en cours. Oui, et c'est vrai que j'étais, moi, assez sceptique, tu l'as dit au début. Et quand j'arrive face à ces personnes-là, il y a quelque chose... je pense qu'à chaque fois, j'ai eu une larme à l'œil, en passant, mettons, 4-5 heures avec eux à chaque fois. J'ai une larme à l'œil, je suis émue, je suis touchée, je suis face à des êtres humains, somme toute, qui, comme nous tous, ont un cœur qui bat dans la poitrine, ont des émotions, ont des peurs, ont des envies, sont quand même des gens qui sont dans l'action. Ça, c'est quand même très intéressant et très important dans ce monde de plus en plus sombre. C'est ce qu'il nous faut, oui. C'est ce qu'il nous faut, Oui. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi et que je respecte, infiniment. Tu rencontres aussi le PDG de Tikamoon, donc les beaux meubles en bois massif. Alors, il y a beaucoup à faire dans le secteur des meubles en bois. Donc, c'est assez courageux aussi de se lancer là-dedans, parce qu'on pourrait presque croire que c'est une cause perdue, d'ailleurs, vu tout ce qu'on a pu voir sur le mobilier en bois et tous les dégâts que ça fait. Et alors là aussi, on est touché quand même par la sincérité, la bonne volonté, les envies de bien faire, et les connaissances aussi, sur le fait que effectivement les forêts... la monoculture, tout ça, il faut absolument changer ce mode de fonctionnement. Et alors lui, il te dit, aujourd'hui on décide, mais ce n'est pas aussi facile qu'avec un actionnariat familial à 100%. Tant qu'on est performant, on peut décider de notre chemin. Et tu reprends, toi, performant, je sens tout de suite ce que ça signifie pour lui. J'espère que je pourrai poser quelques questions à l'un des, entre parenthèses, méchants actionnaires. Mais comme avec les 3 autres, et même avec les 2 suivants, on ne donnera malheureusement pas suite à cette demande. Est-ce que tu as su pourquoi il n'y a pas eu moyen, une seule fois, de parler avec un des actionnaires ? Parce qu'il y a une forme de... pour ces 2-3 entreprises qui sont donc sous actionnariat, elles essayent d'avancer au maximum avec un actionnaire qui n'est pas encore complètement dedans, qui est très centré sur le fric aussi. Et donc il y a une peur. Il y a une peur de me laisser, moi qui suis quand même très du côté de l'écologie, d'aller parler à ses actionnaires. Je pense qu'il y a une peur, il y a un tabou, ça coince, quoi. C'est un endroit où ça coince. On n'en est pas là, en fait. On n'en est pas à que je puisse interroger les actionnaires, parce que probablement, eux ont une vision très mainstream, à l'ancienne, et que ça va entacher ce qu'ils essayent de mettre en place. Donc c'est là qu'il y a un petit hiatus entre eux. C'est plutôt Tikamoon, Renault Trucks, qui sont portés par des actionnaires très financiarisés, et puis les autres qui sont plutôt dans des structures plus familiales, avec plus de marge de manœuvre. Oui. Mais quand même, ils sont encore là, ces actionnaires. Oui. C'est à noter aussi.
Oui, tout à fait. Même on n'est si pas dans... ils Ouais, bien n'adhèrent sûr. peut-être pas complètement, mais pour l'instant, ils les ont pas lâchés. Tout à quoi. fait. Oui. Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, j'étais pas du tout au courant de leur concept chez Tikamoon là de réseau de hub circulaire. C'est intéressant, ça, je trouve aussi. Ouais, ils sont beaucoup dans la circularité, justement. Arnaud, il est vraiment visionnaire, il est à fond dans sa tête, c'est déjà, ça marche déjà. Donc c'est vraiment l'idée de, au lieu de faire des nouveaux meubles, qu'on puisse tisser tout un réseau où on va pouvoir les réparer, accompagner des meubles qui durent 100 ans. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est déjà en place, en fait. Ils ont déjà... Oui, c'est en train, oui. ouais, tout à fait. Dans un tout autre domaine, donc, l'entreprise, maintenant, Vedette de Paris. Alors, l'entreprise Vedette de Paris, après sa claque aussi à la Convention des entreprises pour le climat, se lance dans un projet un peu pharaonique, électrifier ses bateaux. Et tu cites Marie Bosoni, donc la DG de Vedette de Paris, que tu as rencontrée. Les banques étaient réticentes. Il a fallu négocier longtemps avec elles, avec l'administration, le bureau de contrôle. Et ensuite, il a fallu avoir de l'électricité au pied de la Tour Eiffel. J'ai fait un courrier au ministère des Transports. J'ai dû aller chercher l'électricité à côté du RER, interrompre le trafic, percer des murs. Tu dis que l'électrification d'un bateau permet d'économiser 460 tonnes équivalent CO2 par an, soit presque 60 fois le tour de la Terre en voiture thermique. C'est impressionnant, hein? Oui, et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont courageux. C'est au nom de Marie, elle est juste habitée par cette cause-là, et elle va chercher par tous les moyens jusqu'à percer des murs, hein, littéralement. C'est assez beau comme symbole pour électrifier ces bateaux. C'est la seule, il y a plein de compagnies qui ont des vedettes sur la scène, c'est la seule compagnie. Ça veut dire que, alors, il y a d'autres aspects un peu négatifs dans les batteries, etc. Mais on est dans une pollution énormément réduite d'un point de vue carbone. Et puis, on n'a plus de bruit sur les bateaux. Donc ça, c'est aussi assez beau. Oui, oui. Et à bord des bateaux, il y a une forme de sensibilisation aussi autour de ces sujets-là. Et ils réfléchissent à des choses dans la Seine. Enfin, il y a une vraie réflexion. Marie, avec, je ne sais plus comment s'appelle son collaborateur, mais en duo comme ça, ils avancent comme ça. Et c'est assez beau de voir aussi. C'est pas qu'une dirigeante comme dans les autres. C'est aussi souvent des duos, des trios, des équipes entières. Et là, Marie a vraiment une complémentarité avec la personne avec qui elle travaille. Alors le chapitre 6, donc 6e dirigeante, tu l'as intitulé « Celle qui me fait basculer de l'autre côté ». Tu parles de la PDG de Serfim, donc une entreprise de travaux publics et de gestion de l'environnement. Avant d'en parler, est-ce que, je ne sais pas, tu l'as avec toi le livre ou pas? Non. Ah, parce que j'aurais bien aimé que tu nous lises la phrase de Margaret Mead là, que tu as mis en... Tu la connais pas par cœur? Non, c'est elle qui les choisit. Alors chaque exergue, j'ai demandé aux dirigeants de choisir leur phrase talisman. Donc c'est eux qui ont choisi leur phrase. D'accord. Ouais. Alors donc ça c'est une phrase très connue de cette femme, cette autrice américaine qui était au début de l'écologie, qui a écrit Le Printemps silencieux. Et cette phrase c'est « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même de cette façon que cela s'est toujours produit. » C'est vrai que c'est assez réjouissant à lire. Moi, chaque fois que je la relis, cette phrase-là, ça me... ça me rappelle aussi cette phrase d'Alain qui dit « Le pessimisme est notre pente naturelle et l'optimisme est un combat ». Et quand on la relit, on se sent combatif et optimiste, je trouve. Donc, Alexandra Mathiolon, c'est ça? Ouais. Donc, alors elle me fait littéralement basculer. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment, dans le livre, je déroule les 6 dans l'ordre dans lequel je les rencontre, parce qu'en fait quand j'arrive je vois Hugo, puis après je vois Christophe, mais je suis plus la même parce que la Louise qui rencontre Christophe a déjà vu Hugo, donc j'ai vraiment respecté cet ordre là, et on va dire qu'il y a une sorte de progression les 4 premiers qui se fait un peu naturellement. Je suis un petit peu comme sur un téléphérique là, j'avance doucement, c'est chouette. Et puis avec Marie est un peu différente, on en a beaucoup parlé, elle est toutes les deux, mais elle est plus dans la peur, c'est intéressant, mais ça me refroidit un peu, je me sens moins connectée à Marie, elle. c'est vedette de Paris. Hein. Voilà, même si j'admire, je respecte, c'est vraiment pas le sujet, mais je me sens moins, voilà, j'ai un petit moment, je me dis, comment le livre va se terminer. C'est ça qui me motive quand j'écris un livre, je sais pas comment il va se terminer, heureusement, sinon j'écris pas de livre. Oui, c'est une aventure. Je me dis, voilà, il reste plus qu'Alexandra, je vais à Lyon, et je me demande un peu, BTP, ça me parle pas tellement.
Voilà, et j'arrive et je suis totalement séduite par cette personne. Enfin, je suis très impressionnée par cette jeune femme extrêmement... Enfin, j'ai envie qu'elle soit mon amie. Enfin, elle est extrêmement sympathique, ouverte, drôle, sérieuse. Ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Malheureusement, tous les chefs d'entreprise n'en sont pas là, mais elle a repris l'entreprise de son père. Elle se retrouve quand même au milieu d'un monde très masculin. Elle allait en comité de direction. Elle fait ses preuves, elle est épatante. Et du coup, c'est amusant de se dire que le hasard a fait que ça se termine avec elle et que c'est vraiment elle, c'est avec elle que cette traversée se termine et qu'il y a quelque chose au fond de ma poitrine, de mon cœur qui y croit. Oui, c'est comme un chemin pas initiatique, mais il y a toute une progression pour toi, on sent, Ouais, quand même. voilà, d'évolution, quoi. Page 183, tu écris, c'est ce que disait Alexandra, le chemin est intérieur, intime, et on ne peut pas l'imposer. Je suis persuadée de mon côté que tout le monde est parfaitement capable de comprendre et de ressentir le problème, la difficulté restant à savoir comment les toucher. Et page 199, dans la postface d'Éric Duverger, donc le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, on lit « Alors que les enquêtes s'enchaînent, donc tes enquêtes, alors que les enquêtes s'enchaînent, il apparaît que les 6 dirigeants ont quelque chose en commun, la sincérité. Une sincérité profonde pour un engagement à la hauteur des enjeux. Après avoir navigué une vingtaine d'années dans un grand groupe, j'ai acquis la conviction que nous avions besoin de cette sincérité-là. Une sincérité qui se positionne à un niveau d'exigence tout autre que celui de toutes ces promesses de responsabilité, durabilité, soutenabilité faites la main sur le cœur depuis tant d'années. Donc, pour toucher des personnes, pour qu'elles comprennent et ressentent le problème, comme dit Alexandra, pour toucher des personnes, pour qu'elles comprennent et ressentent le problème au point de développer une sincérité profonde pour un engagement à la hauteur des enjeux, la Convention des entreprises pour le climat semble en fait très performante. Ah bah tout à fait. Enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti et cette sincérité là, elle est très belle, elle est très intéressante et pour le coup en littérature c'est à mon avis un ingrédient nécessaire, pas suffisant, mais pour faire un livre qui tient la marée. Oui. On aimerait donc que ça se multiplie, que ça aille plus vite, que le mouvement prenne de l'ampleur, que de plus en plus d'entreprises puissent en bénéficier. Oui, tout à fait. Et j'aimerais terminer avec un autre petit extrait, enfin c'est pas encore terminé d'ailleurs, un autre petit extrait d'Éric Duverger qui écrit dans cette postface « Pour ma part, je crois que le mouvement de bascule est irrésistible, son moment est venu et cette nouvelle économie possède l'évidence de ce qui doit advenir. Mais face aux prémices de la bascule, les forces d'inertie restent immenses et le système actuel, par ses règles du jeu financières et l'hyper-pouvoir donné aux actionnaires, donne encore largement plus de primes au vice que d'incitation à la vertu. » Je trouve que c'est assez bien formulé. Est-ce que ce sentiment, il est partagé selon toi par tous les dirigeants que tu as rencontrés ? Je ne sais pas s'il est partagé de façon aussi claire, mais en tout cas, il y a chez eux l'idée que leur action compte. C'est-à-dire, même dans un océan d'inertie, d'actionnaires récalcitrants, de clients qui ne comprennent rien, ou d'équipes difficiles à mobiliser, ils y croient encore et ils pensent que leur action compte. Et ça, c'est très très beau, très très touchant. J'avais entendu il y a très longtemps un reportage sur les justes, donc ceux qui contribuaient à cacher et aider les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et il disait justement, c'est pas une question de vice ou de vertu d'ailleurs, c'est pas une question d'être bon ou mauvais, c'est juste une question de se dire que mon action compte. C'est-à-dire que là, moi je dis parfois un seul jardin sauve le monde, et ces gens-là, je pense, se disaient cacher une personne pour lui sauver la vie, ça change le cours du monde. Et ça, j'ai senti quand même ça chez les dirigeants, c'est-à-dire, on peut appeler ça un optimisme, mais en tout cas, se dire que une action, même petite,
un geste compte. Et c'est en continuant dans cette direction, collectivement, qu'on arrivera peut-être à faire changer le banc de poissons de direction. Oui. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc merci pour ce travail. Tant mieux, merci à toi. J'espère que nos auditrices et auditeurs auront déjà eu plaisir à écouter, parce que c'est pas si fréquent par les temps qui courent d'entendre des choses sincères dans des domaines où on n'a plus tellement l'habitude d'en entendre, et on s'est presque habitué à penser que ça n'était plus possible. Donc merci de nous réouvrir des horizons avec joie, en nous montrant que c'est possible, et merci aussi à ton éditeur. Donc on va rappeler le titre: Comment détourner un banc de poissons, enquête sur un mouvement qui nous réconcilie avec le vivant, de Louise Broways, donc toi-même, les éditions L'Arbre qui marche. Je vais mettre, comme d'habitude, dans le descriptif du podcast un lien vers le site des librairies indépendantes pour vous, chères auditrices et auditeurs, si vous voulez faire l'acquisition de ce livre. Vous n'aurez qu'à cliquer et trouver la librairie la plus proche de chez vous. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire qu'on n'a pas évoqué Je te remercie, et j'espère que ce livre sera une petite goutte d'eau aussi dans la rivière et le banc de poissons, pour donner aussi à voir ce mouvement à des personnes qui ne le côtoient pas de près. Donc j'espère tellement fort qu'on aille dans ce sens-là. Oui, voilà. Sortons aussi du défaitisme. De la négativité, raccrochons-nous à des choses qui méritent d'être encouragées, et puis surtout pour que de plus en plus de poissons suivent ces poissons pilotes. Tout à fait. Ok, merci beaucoup Louise. Merci Anne. Pour ton temps et pour cette belle petite bulle d'oxygène dans ton jardin. Je pense qu'on entendra pendant l'interview les petits oiseaux qui sont derrière toi. C'est pas commun dans mes interviews sur ce planète, mais c'est quand même très agréable. Merci. Tant mieux, merci à toi, merci beaucoup. Bonne continuation, au revoir. À toi aussi, au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. SoSuite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.